Bonjour, aujourd'hui on va reparler encore des miroirs courbes et des lentilles, donc on poursuit là-dessus. On va parler un peu plus tard dans le cours du phénomène d'aberration chromatique. C'est une distorsion de l'image qui est causée par les différentes couleurs qui traversent la lentille. On peut voir ici l'image en dessous, qu'est-ce qui se produirait dans un appareil photo si on ne corrigeait pas ce problème-là. Donc heureusement, on arrive à trouver des solutions, ce qui fait qu'on a des belles images dans nos photos. Donc, on va reparler de ça un peu plus tard dans le cours. Mais pour commencer, bon, le but aujourd'hui, ça va être d'établir aussi une formule qui permet de calculer les images produites par un miroir ou une lentille, c'est quoi le type d'image, la grandeur, etc. Mais avant, on va commencer par regarder aussi comment schématiser ces situations-là avec trois rayons principaux. Le tracé des rayons qu'on appelle, donc pour visualiser vraiment qu'est-ce qui se produit au niveau de la formation de l'image. Fait qu'on va faire le cas de trois lentilles ensemble, puis on va faire un cas de miroir aussi. Donc, c'est à la page 17 de votre document du module 2. Dans le premier scénario, on a une lentille, on nous donne la distance focale de plus 10 cm, donc je dis plus parce que c'est pas négatif, mais c'est important parce que ça nous indique que c'est une lentille convergente. Et puis, on a l'objet qui est placé à 20 cm. Fait que sans respecter une échelle parfaite, là, ça ne doit pas être mesuré parfaitement à la règle, mais on veut placer l'objet ici à peu près au double de la distance focale. Premièrement, vous allez tracer une ligne pointillée qui délimite ici, c'est l'axe principal, là, c'est juste une espèce de référence. Quand notre image va être formée en dessous de ça, on va savoir qu'elle est inversée, par exemple. Puis là, on va placer notre lentille au milieu environ, une lentille à double flèche, un symbole pour une lentille convergente. Puis une lentille convergente, ça a un foyer objet du même côté que l'objet ou des rayons incidents. Donc, foyer objet est à gauche, foyer image à droite. On place l'objet à gauche. Bien, j'ai décidé que l'objet sera à gauche, là. Et puis, faites attention ici de placer l'objet environ au double de la distance focale. Donc, les rayons pour les lentilles, il y a trois rayons qui vont se comporter toujours de la même façon. Le premier qu'on va voir, c'est un rayon qui se dirige de façon parallèle à l'axe principal. Puis lui, ce rayon-là, il provient du haut de l'objet. Tous nos rayons qu'on va regarder vont provenir du haut de l'objet parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le haut de l'image va être par-dessus l'axe principal ou en dessous de l'axe principal. Le bas de l'image, lui, on sait qu'il va rejoindre l'axe principal, donc ça, c'est pas vraiment important. Alors ici, ce rayon-là, pensez au cas quand on regardait la lentille convergente, un rayon qui arrivait d'un objet lointain, parce que là, il est parallèle à l'axe. Qu'est-ce qui arrive avec ce rayon-là à ce moment-là? Il va être transmis ou réfracté par la lentille en passant par le foyer image. Quand on avait plusieurs rayons comme ça, ils convergeaient tous vers le foyer image. Donc ça, c'est le premier rayon contraste qui est relativement simple à faire. Dans les lentilles, dans le tracé de rayon, on ne va jamais utiliser plus d'une fois le foyer. Donc là, le foyer image est utilisé, on ne le prend plus. Le deuxième rayon qu'on va voir, c'est un rayon, en fait, c'est le plus simple des trois rayons. C'est le rayon qui passe par le centre de la lentille et qui, lui, il ne sera pas dévié. Donc, il continue en ligne droite. Déjà, avec nos deux rayons, on peut voir qu'on a formation d'une image réelle parce que les deux rayons se rencontrent quelque part au-delà de la lentille. Mais on va faire quand même le troisième rayon, juste pour confirmer ce qu'on vient de trouver. Puis, de toute façon aussi, dans certains cas, on va vous préciser qu'on veut que vous traciez les trois rayons. Alors, le troisième rayon, on va utiliser le foyer qui n'a pas encore été utilisé, c'est le foyer objet. Donc, on va faire passer un rayon qui provient de l'objet par le foyer objet. Puis lui, à ce moment-là, il va faire le contraire du rayon qu'on a fait en premier, donc qui passait parallèle, ensuite traversait en passant par le foyer image, bien celui-là passe par le foyer objet et il ressort parallèle à l'axe. Donc, voici les trois rayons principaux pour les lentilles. Donc, comme j'ai dit, on voit que les rayons réfractés se rencontrent réellement en un point. Donc, ça, c'est une image qui va être réelle. Et le haut de l'image va être sous l'axe principal. Donc, on trace notre flèche ici à l'envers, on la fait rejoindre l'axe principal, puis on obtient notre image. Donc là, si on voudrait relever les caractéristiques de cette image-là, on note que c'est une image donc réelle. Pourquoi? Parce que les rayons qui ont été modifiés par l'instrument se sont rencontrés en un point, puis on note qu'elle est inversée. Maintenant, le deuxième cas qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher l'objet. Au lieu de le mettre plus loin que le foyer objet, on va le mettre plus proche que le foyer objet. Donc voici la base du tracé pour le deuxième cas. Donc, on a encore notre lentille convergente ici, avec le foyer objet du même côté que l'objet ou les rayons incidents, puis le foyer image au-delà de la lentille. Donc là, j'ai fait un objet qui est petit,
Ça, c'est parce que moi, je sais que l'image va être agrandie. Là. Si vous ne le saviez pas, ben ça se pourrait qu'à un moment donné, vous fassiez des tracés, puis vous arriviez que, oups, ça sort en dehors de la page. Donc, c'est pour ça que là, je vous l'indique. Là, faites un objet un peu plus petit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 rayons qui se comportent de la même façon. Je commence pas dans le même ordre, ça a l'air. Désolée. OK. Premier rayon, il va dans l'ordre inverse. OK? On a un rayon qui devrait provenir du foyer objet et à la lentille, il va traverser de façon à être parallèle à l'axe principal. Donc, c'est le troisième qu'on avait fait précédemment. Si je dirige un rayon vers le foyer objet, il ne va jamais se rendre à la lentille. Donc, ça n'a aucune utilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la règle, puis on va faire un rayon qui est aligné avec le foyer objet, mais qui part de l'objet. Comme ceci, s'en va vers la lentille. Puis, comme on a dit, ce rayon-là, il va traverser de façon à se trouver à être parallèle à l'axe principal ensuite. Ensuite, on va faire le rayon numéro 2 qui va être le rayon inverse de ça. Donc, un rayon qui part de façon parallèle à l'axe principal, celui-là va pouvoir passer par le foyer image ensuite. Vous voyez en rose ici. Et le dernier rayon, en fait, moi je dirais que vous devriez toujours le tracer en premier, c'est le plus simple. Il va passer par le milieu de la lentille, puis sans être réfracté. C'est-à-dire, ben, il réfracte, mais il n'est pas dévié. Donc là, on constate que nos rayons qui ont été modifiés par leur trajectoire à travers la lentille ne se rencontreront jamais, ils s'en vont de façon divergente. Donc on a une formation d'une image virtuelle. Pour localiser l'image virtuelle, là on va faire des lignes pointillées parce qu'il ne s'agit pas de vrais rayons. On va prolonger les rayons qui ont été transformés par l'instrument. Donc les 3 rayons ici qui ont passé à droite. On les prolonge pour trouver d'où ils semblent provenir. Donc l'image virtuelle, ici on la voit. Donc là, la pointe va être au-dessus de l'axe principal, ce qui fait qu'on constate qu'elle est à l'endroit, donc on peut dire une image droite et virtuelle. Ça, c'est nos observations ici. Fait que là, je vous fais remarquer qu'avec le même type de lentille, dans les 2 tracés qu'on vient de faire, c'est des lentilles convergentes, on a quand même obtenu 2 types d'images différentes. Il y a un cas qui était une image réelle inversée, puis là, on a une image virtuelle et droite. Donc, les lentilles convergentes peuvent produire différents types d'images. Le troisième cas qu'on va faire, c'est une lentille divergente cette fois. Qu'est-ce qui va changer dans notre tracé? Premièrement, le symbole de la lentille, on va inverser les flèches aux extrémités, mais aussi, si notre objet est encore à gauche, là, les foyers vont changer de côté. Le foyer objet va être du côté des rayons transmis, puis le foyer image va être du côté de l'objet. C'est ça qui va faire en sorte que nos rayons vont se comporter différemment. Et on a un objet qui doit être placé à 20 cm, donc je l'ai mis au double de la distance focale environ. Puis on va y aller avec un premier rayon qui va pointer vers le foyer objet. Là, il ne va jamais se rendre au foyer objet parce qu'il va être transformé à partir du moment où il traverse la lentille. Fait que vous prenez votre règle, fait qu'il va juste pointer vers celui-ci. Ensuite, il va réfracter de façon parallèle à l'axe. Le prochain rayon, je vais faire le rayon qui se sert du foyer image cette fois. Donc, lui, il doit se rendre à la lentille de façon parallèle à l'axe. Encore une fois, on ne va pas le faire traverser le foyer image. Ça serait une réflexion. Puis, ce n'est pas ce qu'on veut observer comme phénomène dans une lentille. Donc, on va le faire réfracter en le dirigeant par rapport au foyer image. Donc, on prend la règle, on s'aligne avec le foyer image, puis on prolonge le rayon au-delà de la lentille. Et le troisième rayon, finalement, là, c'est celui qui passe par le milieu de la lentille. Il est un petit peu croche ici. Là, il devrait passer par le centre sans être dévié. Alors, voyez-vous ici, on a encore une image de type virtuel parce que les 3 rayons transformés par la lentille ne se rencontrent pas. Donc, on va prolonger les rayons, trouver leur provenance apparente, là, donc où est l'image. Remarquez que j'ai fait un pointillé différent pour le rayon qui pointait vers le foyer. La raison, c'est que ça, c'était un rayon incident. Les rayons incidents qui arrivent sur la lentille ne servent pas à trouver l'image. C'est le rayon qui a traversé la lentille, c'est lui qui est utile pour trouver l'image. Donc, le pointillé ici qui prolonge le rayon rose qui est après la lentille. Alors, on voit ici que nos 3 rayons semblent provenir d'un point qui est devant la lentille, à gauche. Et on a une image ici, donc virtuelle, qui est à l'endroit. Le dernier cas qu'on va faire, là, on va voir un miroir. Fait que là, portez attention qu'il va y avoir des distinctions là, pour le tracé d'un miroir, mais aussi beaucoup de similitudes.
Premièrement, un miroir, ça n'a qu'un seul foyer. Donc, on va tracer le foyer, puis on va s'en servir dans le cas du miroir 2 fois, pour 2 des rayons. Tandis que pour les lentilles, on se sert de chacun des foyers une seule fois. L'autre chose, c'est que le symbole, on va juste tracer une ligne droite pour le miroir. Donc, pourtant, un miroir sphérique, c'est courbé, mais les rayons se comportent de la façon qu'on les voit. Il faut diriger vers un miroir qui n'est pas trop prononcé, sinon on va avoir un phénomène d'aberration qu'on appelle l'aberration sphérique. On va en reparler tantôt. Bref, pour l'instant, croyez-moi sur parole, là, notre miroir sphérique, on peut faire juste une ligne. Le fait qu'il est sphérique, c'est qu'il a un point focal. Donc, quand c'est un miroir concave, le foyer se trouve à être du côté des rayons réfléchis. Donc, les rayons reviennent dans le cas d'un miroir, fait que le foyer est du côté de l'objet. C'est ça qui va distinguer avec quel type de miroir on travaille. Quand c'est un miroir qui est convexe, à ce moment-là, le foyer serait de l'autre côté. Donc là, on a un cas avec un foyer, une distance focale de 10 cm. Donc, positive, c'est ce qui fait que j'ai déduit que c'est un miroir convergent ou concave. Et puis, l'objet est situé au double de la distance focale, encore à 20 cm. Donc, premier rayon qu'on va faire, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe principal. Lui, en tous les cas, il va réfléchir par rapport au foyer. Donc là, il peut réfléchir en passant par le foyer, comme ceci. Prochain rayon, on va faire un rayon qui passe par le foyer et réfléchit de façon parallèle à l'axe principal. En fait, ces deux rayons-là sont un peu le contraire l'un de l'autre. Le troisième rayon qu'on utilise habituellement, on utilise le rayon qui passe par le centre de courbure du miroir. Le centre de courbure, là, c'est le point milieu du miroir qui se trouve à être à la distance de la surface du miroir qui correspond au rayon. Puis on a vu que le rayon, c'est le double de la distance focale. Donc ici, dans ce tracé-là, on ne pourrait pas le faire parce que le centre de courbure serait exactement en dessous de notre objet. Donc, on ne peut pas faire un rayon qui passe par là et aussi par le dessus de l'objet. Pour contourner ce problème-là, je vais juste faire un autre rayon qui provient du dessus de l'objet. Puis, on va utiliser l'axe principal comme une normale. Donc, si on a un rayon qui pointe vers le centre du miroir, bien là, on va avoir un rayon qui obéit en fonction de la loi de la réflexion. Donc, ça va être symétrique. Là, on va avoir le même angle au-dessus qu'en dessous, puis il va pointer exactement au même endroit. Donc, ça vient juste confirmer les deux premiers rayons qu'on avait qui se rencontraient ici. Et là, on a la formation de l'image qui est, dans ce cas-ci, directement en dessous de l'objet. Donc, c'est une image réelle. L'image est réelle parce que les rayons transformés par le miroir, donc réfléchis, ils se sont rencontrés en un point. Elle est réelle et aussi elle est inversée. Je vous informe ici que quand on utilise un seul instrument à la fois, comme c'est le cas dans les tracés qu'on vient de faire, un seul miroir courbe ou une seule lentille, ce qui va se produire, c'est qu'il y a une association entre les images réelles et le fait qu'elles sont inversées, puis les images virtuelles qui sont à l'endroit. Donc, en utilisant un seul instrument à la fois, quand on obtient une image réelle, elle est toujours inversée. Et quand on obtient une image virtuelle, elle est toujours à l'endroit. Aussi, quand on a un instrument divergent, là je reviens à l'instrument divergent qui était, le seul qu'on a fait, c'était la lentille divergente à la page 18. Bien, dans ce cas-là, on a eu un type d'image et on n'a pas fait d'autres cas divergents parce que les instruments divergents vont toujours former, s'ils sont utilisés seuls, le même type d'image. C'est ce qu'on voit ici. C'est des images virtuelles à l'endroit et réduites aussi, on pourrait dire plus petites que la taille de l'objet. Donc, les lentilles divergentes et les miroirs convexes ont cette caractéristique-là en commun. Une autre observation qu'on peut faire, c'est que dans le cas des lentilles, comme les lentilles sont des instruments transparents, s'il y a des images réelles, elles sont du côté des rayons réfractés. Puis l'image virtuelle est du même bord que l'objet. Mais si vous regardez le miroir, c'est logique, c'est le contraire, parce que le miroir, lui, réfléchit les rayons. Donc, si on a une image réelle, elle est du même côté que l'objet pour le miroir, alors que si on avait une image virtuelle, elle serait derrière le miroir. Maintenant, on va aller regarder la manipulation de laboratoire qui permet d'observer les images produites par un miroir sphérique ou une lentille. On va visionner la vidéo que Suzanne nous a préparée avec Rémi. Mais juste vous dire, là, on va noter, donc, dans un premier cas, là, on va faire le miroir. Elle va vous montrer la formation de l'image faite par un miroir. Alors, vous allez noter la distance focale qu'elle va dire ici. Puis, aussi, le premier cas, c'est un exemple, ça, elle ne l'a pas fait.
C'est si on a un objet très très lointain, un peu comme une lampe au bout de la classe, mais là on va avoir une image qui est à peu près au point focal. Mais ce serait extrêmement petit, on la fait pas celle-là. Après ça, elle va commencer par un cas où elle va dire la position de l'objet est plus loin que le rayon de courbure. Ça correspond aussi à plus loin que ou plus grand que la distance focale. Donc ça, c'est le premier cas qu'elle va faire. Vous allez noter dans le petit rectangle ici les caractéristiques de l'image. Vous allez noter est-ce que c'est une image réelle. Si elle la voit sur l'écran, c'est parce que oui, c'est réel. Ensuite, vous allez noter est-ce qu'elle est à l'envers ou à l'endroit et plus petite ou plus grande. Donc, vous avez 3 observations à noter ici. Le schéma des rayons, ça, vous pourrez le faire par la suite. Après ça, elle va faire un cas où elle va approcher l'objet du miroir. Donc, il va être à une distance plus petite que la distance focale. Encore une fois, vous notez, est-ce que l'image est réelle? Donc, est-ce qu'elle peut être vue sur un écran? Si oui, ben, est-ce qu'elle est à l'endroit, à l'envers, plus petite ou plus grande? Bien sûr, si on a une image virtuelle, à ce moment-là, on ne pourra pas la voir sur l'écran, donc on va procéder d'une autre façon pour voir cette image-là. On commence la vidéo, puis on reviendra à la lentille après. On a le montage ici pour un laboratoire sur les miroirs et lentilles. On a ici l'objet translucide qui est illuminé par une lampe. On a un miroir concave dont la distance focale est de 10 cm. Et on a l'écran sur lequel on va tenter de capter l'image. Donc le premier cas qu'on va explorer, c'est le cas où l'objet est situé à une distance plus grande que le rayon de courbure du miroir. Donc, on place le miroir ici à 45 cm de l'objet et avec notre écran, on va le placer entre les deux pour essayer de capter notre image. J'avance mon écran pour essayer de voir apparaître l'image. Et on le voit ici sur l'écran. Et là où c'est le plus clair, je mesure 32 cm entre l'objet et l'image. Comme c'est pas super évident ici, je vous fais remarquer que la flèche sur l'objet pointe par en haut et sur l'image, elle pointe par en bas. Donc maintenant, on va étudier le cas où l'objet est placé entre le foyer et le miroir. OK. Donc, on va essayer de chercher une image. Alors, sur l'écran, on voit rien. On voit rien de... Donc, on va l'incliner pour voir s'il est par-dessus. Donc, derrière notre objet. Et on n'arrive toujours pas à trouver une image claire. On va regarder directement dans le miroir pour voir si l'image se trouve derrière le miroir. Donc, pour la partie suivante, on va faire 3 scénarios différents. On va travailler avec une lentille convergente. Là, pour la lentille convergente, on va voir 3 cas avec Suzanne et Rémi. Donc, c'est des cas qui délimitent des images de types différents. Donc, là, j'ai replacé, d'habitude, j'ai l'habitude de mettre mon objet à gauche, là, mais je vais le mettre à droite comme dans le laboratoire. Donc, le premier scénario qu'ils vont faire, c'est quand l'objet se situe plus loin que 2 fois la distance focale. Donc, par exemple, ici, 2 fois la distance focale sera environ ici. Donc là, l'objet va être au-delà de ça. Donc, dans cette zone-là, on a un certain type d'image. Après ça, dans le fond, eux vont rapprocher la lentille. Mais ce qui est important, c'est la distance entre la lentille et l'objet. Fait que là, dans le deuxième scénario, la distance entre la lentille et l'objet, ça va être situé quelque part entre, comme distance, là, entre la distance focale puis le double de la distance focale. Ça va être suivi d'un troisième cas où est-ce que l'objet va être plus près que la distance focale par rapport à la lentille. Donc, on est rendu ici, là, choisissez une lentille convergente de votre choix, puis on va noter la distance focale qui est donnée par Rémi ou Suzanne. Et ensuite, on fait les 3 scénarios dont je viens de vous parler. Vous allez noter, comme tantôt, les caractéristiques de l'image.
Mais en plus, dans les deux premiers cas, on veut que vous notiez 4 mesures. Donc, premièrement, P, ça va être la mesure qui sépare l'objet de la lentille. Donc, toutes les mesures, le P et Q, sont toujours par rapport à la lentille. Ensuite, Q, ça va être la distance entre l'image et la lentille. Donc, si elle est sur un écran, par exemple, ce serait la distance entre l'écran et la lentille. Puis, après ça, on va noter la hauteur de l'objet et la hauteur de l'image. Si l'image est à l'envers, on attribue une valeur négative à cette hauteur d'image-là. Donc, vous allez faire ça pour les deux premiers cas. Puis ça va être suivi d'un cas où est-ce qu'on ne vous le demande pas, on vous demande juste de prendre les caractéristiques de l'image et on va terminer aussi avec une lentille divergente. Comme j'ai mentionné tantôt, la lentille divergente fait toujours le même type d'image, donc dans celui-là, on va faire juste un scénario. Maintenant, on a une lentille convergente dont le foyer est de 10 cm. Et dans le premier cas, on va placer notre objet translucide à une distance plus grande que 2 fois le foyer. Donc, je le place à une distance de 30 cm. Et sur l'écran, on va essayer d'obtenir l'image. Donc, je bouge mon écran. Et j'obtiens une image claire à une distance de 46,5 de l'objet. On place maintenant la lentille convergente de telle sorte que l'objet soit à une distance entre f et 2f par rapport à la lentille. Donc, dans ce cas-ci, je place la lentille à 15 et l'objet est à 0. Je bouge mon écran pour chercher la position de l'image. Et on obtient une image nette qui est à 52,5 de l'objet. On place maintenant l'objet à une distance inférieure à la distance focale et on essaie de capter une image en déplaçant notre écran. Donc, je déplace l'écran. Mais on voit qu'on n'arrive toujours pas à capter une image sur l'écran. On va regarder dans la lentille. On a maintenant une lentille divergente de distance focale 15 cm. Alors, on va tenter d'obtenir une image sur l'écran. Donc, on va déplacer la lentille pour voir si on obtient une image sur l'écran. Il n'y a toujours rien. Et si on déplace l'écran, on n'arrive toujours pas à obtenir une image. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder dans la lentille, à travers la lentille, pour voir si on voit quelque chose. Okay, donc, pour le laboratoire, bien sûr, vous allez essayer de faire les tracés des rayons pour confirmer vos caractéristiques d'image dans tous les cas. Mais si on continue, là, on va vous faire explorer après une des équations pour les lentilles et les miroirs courbes. C'est les mêmes équations pour les lentilles et les miroirs courbes, là, je tiens à spécifier. Pour ça qu'on dit en caractère gras que toutes les conclusions là, sont valables aussi pour les miroirs. Ce symbole-là, c'est une lettre grecque là, qui s'appelle gamma, mais c'est le grandissement de l'image, le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Donc, quand l'image est agrandie, c'est une valeur qui est plus grande que 1. Alors que si l'image est rétrécie, ça va être un chiffre à décimale entre 0 et 1.
Aussi, quand c'est négatif, c'est que l'image est inversée, puisque la taille de l'image HI serait négative alors. Fait qu'on va vous faire, dans les deux cas que vous avez pris des mesures, là, comparer la relation du grandissement par le calcul de HI sur HO. Vous allez comparer à la distance image divisée par la distance objet. Pour les conventions de signes, lorsque l'image était vue sur un écran, c'est une image avec une distance Q positive parce que c'est une image réelle. Donc ça devrait être des valeurs positives ici. Alors, vous allez comparer, qu'est-ce que vous obtenez. Est-ce qu'il s'agit de la même valeur? Dans le fond, c'est ce qu'on cherche à vérifier là, parce que on va présenter dans 2 minutes l'équation comme telle là, complète qui relie HI sur HO à Q et P. On dit ensuite donner une autre façon de calculer le grandissement que la définition précédant le tableau ci-dessus. Donc, c'est ça. Vous allez essayer de voir s'il y a une autre façon avec Q et P de calculer le grandissement. Après ça, on dit dans quelles conditions obtient-on une image réelle qui est plus grande que l'objet. Donc, si vous regardez, vous retournez à vos observations. Puis pour que l'image soit réelle et plus grande, vous allez voir dans quelle zone que ça se produisait. Est-ce que c'était plus loin que 2 fois la distance focale, entre la distance focale et 2 fois la distance focale, ou plus proche que le F. Après ça, on demande dans quelles conditions on obtient une image réelle qui est plus petite que l'objet, donc c'est une autre zone. Quelle valeur du grandissement gamma représente un rétrécissement? J'en ai parlé il y a 2 minutes. Ensuite, les images virtuelles. Selon vos observations, est-ce que le grandissement est supérieur ou inférieur à 1 si vous observez une image virtuelle formée par une lentille convergente et miroir concave? Donc, on les met ensemble parce que ce sont deux instruments qui convergent la lumière, convergents. Donc, ils vont produire des images similaires. Puis, pour la lentille divergente ou le miroir convexe. Donc, ça fait le tour pour le lab. Maintenant, tout ce qui est à la page 24, c'est une preuve de l'équation que je vais vous présenter. Vous oubliez ça, là, c'est juste de la géométrie, puis c'est pas important vraiment, là. Maintenant, on va aller voir, on va poursuivre le PowerPoint, puis on va aller vous présenter l'équation des miroirs et courbes et des lentilles minces. Avant de parler des équations, je voudrais que vous regardiez un peu l'organigramme suivant. Là, j'ai écrit miroir convexe, là, mais ça pourrait s'appliquer aussi, c'est les instruments divergents, fait que ce serait aussi applicable pour la lentille divergente. Miroir concave serait aussi applicable pour la lentille convergente parce que c'est instrument convergent. Donc, selon le type d'instrument, il y a différents types d'images qu'on peut obtenir si on utilise l'instrument tout seul. Par exemple, les instruments divergents comme les miroirs convexes ou les lentilles divergentes, on a vu que c'est toujours le même type d'image. Ça va être toujours une image virtuelle, donc à l'endroit, et plus petite. Mais on a vu quand même qu'il est possible d'obtenir des images virtuelles avec un instrument convergent. Mais si on descend dans la colonne ici virtuelle, on va voir que, bon, virtuel, ça va avec à l'endroit. Cependant, si c'est un instrument convergent, l'image va être agrandie si elle est virtuelle, alors qu'elle peut être que réduite si c'est un instrument divergent. Puis, les instruments convergents peuvent aussi produire des images réelles, donc inversées. Puis, à ce moment-là, il est possible qu'elles soient réduites ou agrandies. Donc, ça, c'est important un peu parce que il y a certains exercices où est-ce qu'on va vous demander de faire des parallèles comme ça. Si on dit, par exemple, quelqu'un regarde son image dans le miroir, donc là, c'est une image virtuelle, puis on dit que c'est un miroir pour se maquiller, là, c'est grossissant. À ce moment-là, vous allez pouvoir déduire que c'est un miroir concave, donc le foyer qui donne, c'est positif. Parce que quand on donne la distance focale, c'est pas toujours dit là, le signe, parce qu'une distance comme telle, c'est une valeur absolue. Donc, distance focale, c'est juste la distance comme telle. Il faut faire attention. Des fois, on va dire que c'est négatif, là, si c'est divergent, mais pas dans tous les cas. Maintenant, voici les équations des lentilles et des miroirs courbes. Donc, pour trouver, par exemple, la position d'une image par rapport à notre lentille ou notre miroir, c'est la valeur Q, bien, on pourrait faire 1 sur la position objet plus 1 sur la position image, et ça va être égal à 1 sur la distance focale. Donc, il faut tenir compte des signes ici. Comme j'ai dit, si c'est un instrument divergent, la distance focale est négative. Puis, quand on calcule la position de l'image, bien, on va savoir d'après le signe si elle est virtuelle ou réelle, parce qu'une image virtuelle, on trouverait une valeur Q négative. Ensuite, le grandissement, on l'a vu un peu dans le laboratoire. Bien sûr, c'est le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. On attribue le signe négatif si l'image est à l'envers pour la taille de l'image. Puis, c'est aussi égal à moins la distance de l'image sur la distance de l'objet.
Donc, des fois, on utilise cette équation-là comme un produit croisé. D'autres fois, on va juste chercher le grandissement comme tel. Maintenant, vous pourrez aussi répondre à une question qui est le tableau, là, compléter le tableau de la page 25. J'ai inséré ici les réponses, mais je pense que vous avez compris, là, c'est dans le fond, quand l'instrument est convergent, la distance focale est positive, et quand l'instrument est divergent, la distance focale doit être négative. L'exercice de la page 25 sous le tableau, on va le laisser tomber, là, c'est pas une preuve qui est vraiment importante, donc vous pouvez le barrer celui-là. On va maintenant parler du phénomène des aberrations. Les aberrations, c'est lorsque l'image produite est floue pour une raison ou une autre. Alors, l'aberration sphérique, c'est dû au fait que les miroirs dont on a parlé, là, si leur surface est une portion d'une sphère, il y a quelques problèmes qui peuvent être occasionnés par ça. Même aussi, les lentilles, dans le fond, chacune de leurs faces sont des sphères. Alors, je veux juste parler ici de la preuve mathématique que je vous ai dit de sauter, en fait. Quand on construit l'équation des miroirs courbes et des lentilles, on utilise une approximation. Donc, c'est pas matière à examen, là. Je vous ai même dit de pas nécessairement regarder la démonstration de la formule, mais je veux juste que vous sachiez à quoi c'est dû. Donc, on utilise dans la démonstration une approximation mathématique qui s'appelle l'approximation des petits angles, pour laquelle, lorsque l'angle utilisé est de 20 degrés ou moins environ. Donc, si on regarde ici la fonction sinus pour un angle, puis pour les mêmes valeurs d'angle, la fonction tangente, vous voyez ici qu'en bas de 20 degrés, les deux fonctions sont pratiquement coïncidantes, là. Proche de zéro, c'est identique à peu près. On a utilisé cette approximation-là pour construire les équations des miroirs courbes, des lentilles, mais aussi même l'équation des lunetiers qu'on a vu au dernier cours, puis des dioptres plans. Donc, ça pose une limite à nos formules parce que c'est pas tous les rayons qui vont être à 20 degrés ou moins de l'axe principal. On parle ici de l'inclinaison par rapport à l'axe principal. Par exemple, si on regarde un miroir sphérique ici, puis que sa courbure est bien prononcée, plus on s'éloigne de l'axe principal, plus les rayons vont avoir du mal à converger vers le point, le foyer. Donc, on voit que les premiers rayons proches de l'axe principal, il n'y a pas de problème, ils arrivent tous au foyer. Ça, c'est pour un objet lumineux lointain, là. Puis, quand on est plus éloigné de l'axe principal, ces rayons-là ne convergent pas au foyer. Ça fait en sorte que l'image va être floue. On peut utiliser un miroir parabolique pour capter les rayons d'un objet lointain, puis qu'ils convergent tous bien vers le foyer. Ça, c'est une des façons de contourner ce problème-là. Donc, vous voyez ici, pour le miroir parabolique, les rayons, même qui sont éloignés de l'axe principal, convergent tous exactement au même point. Donc, celui-là, il ne créera pas des images qui sont floues. Une autre façon de contourner le problème, c'est lorsque on travaille avec un miroir sphérique, mais qu'on travaille juste avec la portion qui est proche de l'axe principal. Bien là, à ce moment-là, le phénomène d'aberration sphérique va être très minimal. Par exemple, les rétroviseurs de voiture, ils ont un rayon qui va varier là, à peu près entre 90 cm et 1,65 m. Donc, si on formait toute la sphère formée par la portion du miroir, puis on la reconstruisait, ça ferait une sphère qui peut aller jusqu'à plus de 3 mètres de diamètre. C'est très, très gros. Fait que par rapport à la grosseur du rétroviseur, on voit que le rétroviseur, c'est une toute petite portion de la grande sphère. Donc, on a un cas où est-ce que tous les rayons qui vont arriver sur le miroir vont être proches de l'axe principal. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on regarde dans un rétroviseur, les images sont très nettes. Le phénomène d'aberration sphérique est très peu présent. Aussi, une façon de savoir que c'est pas un problème, même si on n'avait pas la taille là, du rayon des rétroviseurs, c'est lorsqu'on regarde un miroir, puis on sait que c'est un miroir courbe parce qu'on voit une image qui est plus petite ou plus grande dedans. Donc ça, c'est pas un miroir plan, mais il apparaît quasiment comme un miroir plan, c'est-à-dire la courbure est très peu prononcée. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on travaille avec un objet qui est plus proche, à ce moment-là, on pourrait utiliser un miroir qui est de forme ellipsoïde. Vous savez, une ellipse, là, c'est une forme mathématique qui a deux foyers. Donc, si on place un objet au foyer, on peut bien faire coïncider les rayons, même quand ils sont à un angle de plus de 20 degrés, on peut les faire coïncider sur le foyer image, sans problème. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est des solutions qui sont pour des miroirs, donc changer la forme du miroir, mais pour une lentille, c'est pas si simple que ça. Pour que les approximations qu'on utilise dans la formule soient valides, il faut également que lorsqu'on travaille avec des lentilles, elles soient le plus minces possible. Puis il y a des formes qui sont préférables à d'autres
puis qui vont minimiser l'aberration sphérique. Ici, on voit l'aberration sphérique, c'est une échelle empirique, là, il n'y a pas de valeur numérique, mais on voit qu'il y a un minimum lorsqu'on arrive avec une lentille plan convexe. Donc, plan convexe, là, ça veut dire un côté plat, un côté qui est bombé. Puis, regardez aussi le sens il y a un rayon de lumière ici, là, c'est quand les rayons sont incidents sur la surface plane et que l'autre surface bombée est la deuxième face traversée par les rayons. C'est là qu'on a comme une minimisation de l'aberration sphérique. Si cette même lentille-là est traversée dans l'autre sens, ça va être quand même une plus grande aberration sphérique. Donc, juste simplement de virer la lentille de bord peut faire une différence aussi. Okay, on va voir comment faire. À la page 29, l'exercice, on nous présente un fluorimètre de la compagnie Perkin-Elmer. Ça, je pense que c'est un appareil avec lequel vous allez travailler là, en troisième année. On a la source qui va envoyer ses rayons lumineux sur un miroir ellipsoïde, le miroir M1. Puis ensuite, ça doit focaliser les rayons sur l'échantillon là, qui est le sample flow cell. Donc, on a un miroir M1 à remplacer. On dit, s'il est brisé, par exemple, on pourrait essayer de le remplacer avec un miroir sphérique pour voir si on obtient quand même un résultat qui est convenable. Puis, pour faire ça, il faudrait savoir c'est quoi la distance focale de ce miroir-là, du miroir à utiliser. Donc là, comment on va faire? C'est qu'on va utiliser la formule des miroirs courbes et des lentilles. Puis, on va aller identifier quelles sont les distances P et Q. Donc, P, c'est la position de l'objet par rapport au miroir. Nous, on nous indique que entre la source, qui est l'objet lumineux, on a 15 cm jusqu'au sample flow cell, puis un autre 5 cm jusqu'au miroir. Donc, en tout, on a 20 cm pour la distance de l'objet. Et regardez, là, les rayons sont tracés. Donc, on voit que c'est des rayons qui partent de l'objet en s'éloignant les uns des autres, donc de façon divergente, ce qui fait en sorte qu'on a un objet réel, positif. Donc, P ici, c'est un 20 positif dans l'équation. Ensuite, la distance de l'image, ça va être le 5 cm qui sépare le sample flow cell où convergent les rayons et le miroir. Donc, 5 cm. Et ici aussi, on a affaire à un signe positif parce que l'image est réelle. Les rayons se rencontrent après avoir été réfléchis. Alors, comment on fait pour isoler dans une formule comme ça, plutôt que de faire quelque chose au long ou de faire un dénominateur commun ou pitonner chaque fraction sur votre calculatrice puis garder toutes les petits décimales, prendre en note ça, ça se fait d'un trait sur la calculatrice. Donc, je vous parlais un peu plus tôt du bouton X à la moins 1 ou un bouton qui s'appelle 1 sur X. Donc, on voit ici le bouton là, X à la moins 1 sur une calculatrice comme le modèle que j'utilise. Ça, c'est une Casio. Je vous montre aussi Texas Instruments. Là, bon, voyez ici, là, c'est la version différente, c'est 1 sur X. C'est la même chose, ce bouton-là. Cherchez-le. Il est possible aussi, ce serait un peu moins pratique, là, mais c'est possible aussi qu'il soit quelque part en deuxième fonction, qu'il faut taper deuxième fonction, puis le bouton. Donc, voilà comment je le tape, là, le calcul. On va taper 20 sur la calculatrice. Ensuite, je fais mon bouton X à la moins 1. Ensuite, je fais plus. Donc là, ça fait... Ce que j'ai écrit, c'est 1 sur 20 plus. Ensuite, je tape 5, mon bouton X à la moins 1. Là, je fais égal. Ça, faites attention, c'est pas encore égal à la valeur qu'on cherche, c'est égal à 1 sur F. Donc, ce qu'on cherche, c'est le F. Donc, on va simplement refaire le bouton X à la moins 1. Ça va prendre la réponse qu'on avait, là, puis faire 1 sur la réponse, puis on fait égal. Et on obtient 4 cm comme distance focale. Comme c'est une valeur positive, ça confirme que c'est bien un miroir concave, donc un instrument convergent. Maintenant, on a dit aussi qu'on parlerait de l'aberration chromatique. Ça se produit seulement pour les lentilles. Là, c'est dû au fait que quand la lumière traverse la lentille, l'indice de réfraction varie selon la longueur d'onde. Donc, quand on utilise la lumière blanche, ben c'est un petit peu un problème parce qu'on a une panoplie de longueur d'onde qui s'étend de 400 à 700 nanomètres. Fait que ça fait un problème de dispersion là, qui fait que l'image est un peu plus floue. Alors, on voit ici sur le schéma, quand la lumière, on dit lumière blanche, mais là, elle est jaune pour qu'on la voit. Là. Quand elle traverse, on voit que le chemin parcouru par différentes couleurs qui sont dans la lumière blanche va être différent. Donc, elles ne vont pas focaliser exactement au même endroit. Une façon de contourner le problème de l'aberration chromatique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un doublet chromatique. On va jumeler deux lentilles qui vont, on va les accoler ensemble. Une qui est convergente avec une divergente. Puis, il faut qu'il y ait des matériaux différents. Typiquement, la lentille divergente va avoir un indice de réfraction supérieur, puis va avoir une distance focale moins élevée.
mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Donc ça, c'est parfois présent dans des instruments pour contourner le problème d'aberration chromatique. Entre autres dans les caméras. Quand je disais qu'on a trouvé des solutions, ça, c'en est une qui est utilisée dans les caméras. Maintenant, si on utilise un doublet, il y a une relation importante là, à savoir, c'est que la convergence du doublet ou convergence équivalente des deux lentilles, ça va être la convergence de la première plus la convergence de la deuxième et etc. s'il y en avait plus que deux. On peut réécrire cette équation-là aussi comme 1 sur la distance focale équivalente égale à 1 sur la distance focale 1 plus 1 sur la distance focale 2, ainsi de suite. Alors, la preuve est en dessous. Je ne vous demande pas de la lire, là, c'est optionnel, mais encadrez cette équation-là parce qu'on dirait qu'elle est donnée de façon anodine, mais c'est quand même quelque chose dont vous allez probablement avoir à vous servir. Maintenant, on va aller faire ensemble l'exemple qui est à la page 33. Donc, on dit qu'on a deux lentilles convergentes qui ont chacune une distance focale de 10 cm, puis elles sont distantes de 30 cm. Donc, entre le centre des deux lentilles, il y a 30 cm. Puis, on va positionner un objet à 20 cm à gauche de la première lentille. On veut dire où sera formée l'image finale. Donc là, le principe est le suivant, c'est que les rayons vont partir de l'objet, puis ils vont traverser la première lentille, ça va former une première image, et cette première image-là va devenir l'objet de la deuxième lentille. Ensuite, on demande aussi de refaire l'exercice pour l'objet à 12 cm à gauche de la première lentille plutôt que 20. Là, ça, c'est les réponses là, dans la parenthèse. Donc, pour la première situation et pour la deuxième situation. Alors, pour des problèmes comme ça, je vous invite à faire un petit schéma là, qui juste pour placer les choses. C'est pas un tracé de rayon, mais par exemple, si vous voyez, j'ai identifié lentille 1, lentille 2, vous pouvez faire le symbole juste avec des flèches, c'est des lentilles convergentes, et puis un objet en avant. Mais là, c'est qu'il faut bien voir où sont les distances. Donc, on a 20 cm entre l'objet puis la lentille 1, 30 cm entre les deux lentilles ensuite. Vous demandez peut-être aussi à quoi ça sert là, de faire une situation comme ça avec deux lentilles, mais c'est que ça va nous amener à faire des analyses qui ressemblent à celles qu'on a dans les microscopes et les télescopes. Dans votre cas, ça va être plus utile pour les microscopes, mais les microscopes optiques de base là, sont formés de deux lentilles convergentes. Donc, on s'enligne tranquillement vers ça. Alors, pour la première situation, on va, là, vu qu'on a deux lentilles, on va identifier le premier calcul, là, lentille 1, on va faire 1 sur P1 plus 1 sur Q1 égale 1 sur F1. Là-dedans, on veut isoler Q1, la position de l'image formée par la lentille 1. Alors, P1, ici, on a un objet réel, ça va être une distance de 20 cm. Puis, la distance focale des deux lentilles, c'est plus 10. Donc, on veut isoler ici la valeur Q1. Comment on va procéder? Bien, on a un plus là, c'est une addition de deux fractions qu'on a à gauche. Donc, on va aller soustraire la fraction 1 sur 20 du côté droit. Essayez de le calculer sur votre calculatrice. Quand vous allez le faire, dans le fond, vous allez taper 10 bouton à la moins 1, moins 20 bouton x à la moins 1, égale, puis ensuite vous faites le bouton x à la moins 1 et vous devriez trouver le 20 cm. Là, on va aller placer maintenant notre image. Et où? Est-ce qu'elle est à gauche de la lentille 1, à droite de la lentille 1? Fait que vous voyez, dans le fond, quand on a une lentille, les rayons passent à travers la lentille, c'est transparent. Fait que si on a une image réelle, ce qui est le cas ici parce que la valeur est positive de la distance image, ça veut dire que ça va être du côté où les rayons y ont traversé. Les rayons se rencontrent au-delà de la lentille. Donc, on peut dire ici que l'image 1 est située là, entre les deux lentilles. Elle va être à 20 cm de la lentille 1. Puis, ça veut dire donc qu'elle va être à 10 cm de la lentille 2. Ça, c'est notre objet pour la lentille 2. Donc là, on va faire un deuxième calcul similaire au premier pour commencer à déduire la distance de l'objet 2 à la lentille 2. Donc, on a 10 cm ici. Il faut se poser aussi la question, est-ce qu'on a un objet réel ou virtuel? Mais on a déjà vu que pour qu'il y ait un objet virtuel, il aurait fallu que la lentille coupe les rayons, qu'elle soit positionnée avant la formation de l'image réelle 1. Donc, ce n'est pas le cas ici, c'est donc bien un objet réel. On continue avec un signe positif pour la distance objet de 10 cm. Donc, on va avoir 1 sur 10 pour la position du deuxième objet, plus 1 sur Q2, la position de l'image finale, égale 1 sur 10 encore. Il faut remarquer que les 1 sur 10 s'annulent, donc on se retrouve avec 1 sur Q2 égale 0. 1 peut être divisé par quoi pour que ça donne 0? Bien, il faut que ce soit un très, très gros chiffre. Donc là, ça va sembler bizarre, mais on va dire que l'image 2 est à l'infini. Ça, c'est le cas lorsque on a la formation d'une image qui apparaît loin. C'est que les rayons sortent de la lentille de façon parallèle.
Bizarrement, ça peut être vu par l'œil, comme on dit image à l'infini, là, mais pas vraiment infiniment loin parce qu'on est capable de la voir lorsqu'on regarde à travers les lentilles. Comme par exemple ici, si on positionnait nos yeux à droite, on regardait l'objet à travers les deux lentilles, on verrait une image dans les lentilles. Quand c'est une image à l'infini, on est capable de la voir. C'est un ajustement, en fait, qu'on fait souvent sur les appareils optiques. On va revenir là-dessus. Là. Lorsque les images sont lointaines, ça fait moins travailler les yeux si vous avez un champ de vision normal. C'est considéré par les optométristes que vous voyez bien. Vous voyez au moins aussi proche que 25 cm de vos yeux, puis jusqu'à l'infini. Donc, les objets lointains, ça ne veut pas dire qu'on les voit dans tous leurs détails. Si on regarde la Lune le soir, on ne la voit pas parfaitement, mais si vous voyez bien, elle n'est pas floue. Puis regardez les objets dans l'environnement qui sont à plusieurs mètres des yeux, ça ne fatigue pas les yeux, contrairement à lire, là, puis regarder des objets proches. Fait que quand on a une image à l'infini dans un instrument d'optique, on peut la regarder longtemps sans que les yeux se fatiguent. Maintenant, je vais vous demander de faire par vous-même un calcul très similaire, mais au lieu de commencer avec une distance, l'objet qui est placé à 20 cm de la lentille 1, vous le placez à 12. Donc, ça termine la matière pour le cours d'aujourd'hui. Je sais que c'est un cours un peu plus long, mais je me suis dit qu'avant la relâche, ça va vous donner quand même pas mal de temps pour le visionner, puis aussi faire les exercices. Donc, voici la liste des exercices qui sont à couvrir là, suite à ce qu'on vient de voir. Fait que je vous souhaite une bonne semaine de relâche. J'espère que vous allez au moins avoir le temps de prendre le dessus là, sur vos affaires si vous êtes déjà pas mal occupé avec votre session. Puis, je vous souhaite de revenir en forme. On se revoit bientôt. Bye!